Bonjour tout le monde, merci d'être ici maintenant. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec une personne incroyable, un mentor, vraiment Martin Latulippe. Merci, c'est vraiment un honneur que tu sois là. T'es fine, merci beaucoup. Content d'être ici, Nancy. Mais merci, parce que je veux aussi vous faire découvrir pour les gens qui ne connaissent pas Martin. Je travaille beaucoup avec les leaders, avec des gens d'affaires. Et tu es un homme d'affaires qui réussit bien, qui a monté des entreprises et qui travaille avec les gens d'affaires. Juste avant que je parle un peu du contexte de l'entrevue, j'aimerais que tu te présentes pour mettre en situation les gens ton leadership. Parfait. Donc, moi, comme tu l'as dit, je suis un conférencier qui travaille beaucoup avec les entreprises depuis maintenant 17 ans. Donc, mon thème à moi, c'est humaniser vos performances pour obtenir des résultats remplis de sens. Parce qu'en réalité, au fil de ma carrière, je travaille avec beaucoup d'organisations qui étaient beaucoup dans la perfo, beaucoup dans l'amélioration de leurs chiffres, et ainsi de suite. Mais j'ai rapidement réalisé aussi que dans plusieurs organisations qui étaient très bonnes, il y avait aussi une cassure entre le management, entre les employés, et qu'on s'était peut-être un peu trop enfoncé dans les mesures de performance, qu'on va appeler les KPI, les métriques, les bonus à la performance, ainsi de suite. Et un peu l'équipe et la culture d'entreprise semblaient se perdre là-dedans. Donc, moi, quand je parle de leadership et de toute la conscience, c'est comment est-ce qu'on peut ramener ce sens de l'unité-là pour, oui, performer, mais aussi s'assurer qu'on est en quête de des résultats qui font du sens, autant pour l'humain que pour l'organisation. Donc, que ce soit les grandes organisations, les grands fleurons québécois, BRP, Cascade, les Pfizer de ce monde, BMW. Donc, toutes sortes d'organisations, ce que j'ai intervenu, qui représentent certaines des plus grandes marques, mais tout ça, c'est vraiment juste une passion qui s'est accumulée au fil des ans, parce qu'évidemment, ça n'avait pas commencé comme ça. Là. Je faisais des écoles secondaires, des écoles primaires au début. C'est juste, je pense, une fascination justement à ce que toi, tu appelles la conscience. Ben moi, c'était un peu l'humain. Tu sais. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes viennent d'un environnement extrêmement difficile, mais vont être quand même résilients, vont performer, vont continuer à mordre dans la vie, alors que d'autres personnes venaient d'un environnement spectaculaire, mais ont tendance à broyer du noir, à pas vouloir que demain soit meilleur, à s'améliorer, à peaufiner un peu leur jeu dans la vie. Ça m'a toujours fasciné, aussi longtemps que je puisse m'en rappeler. Donc, ça m'amène devant vous aujourd'hui. Donc, maintenant, je fais des conférences partout dans le monde. Fait que tu as quand même travaillé avec plusieurs leaders, fait que la performance, la bienveillance, la conscience. Parce que moi, aujourd'hui, je veux aussi emmener des clés aux gens, aux entrepreneurs, parce que je travaille avec plusieurs et qui performent. Et à un moment donné, ils arrivent avec moi, ils tournent en rond, ils ne savent plus. Pourtant, ils ont des bons chiffres d'affaires, mais ils ne sentent plus qu'ils sont à la bonne place. Toi, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, tu sais, de ne pas te perdre là-dedans, Martin, parce que tu as eu une ascension, tu as rencontré plein de gens, et c'est facile, je pense, de se perdre à un moment donné. Là. Ouais, ben, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que la performance nous apporte un retour. Si on performe bien, ça nous apporte un retour qui nous valorise. Lorsqu'on est valorisé, ça va venir tout simplement muscler notre identité. Ça veut dire, si un enfant fait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, waouh, ça c'est vraiment bien. Donc l'enfant veut faire quoi? Il va en faire plus. Alors, au niveau de notre psychologie, ça fonctionne un petit peu comme ça. Lorsque le gestionnaire, on dit, est mesuré par tel KPI, par telle métrique, par telle performance, par tel nombre d'acquisitions, et à chaque fois qu'on l'atteint, bien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une célébration, parce qu'il y a une célébration quand on atteint nos objectifs qui génèrent de la dopamine. Lorsqu'on attaque une grosse perfo, on a une génération d'adrénaline. Et tout ça, c'est notre pharmacie interne qui s'active, et c'est facile de devenir ce qu'on va appeler addicté à une performance. Oui, parce que ça nous stimule, on est activé, fait qu'on en veut, on en veut encore. Là, exactement. Parce qu'on est satisfait. Puis... Et lorsqu'on parle d'addiction, même si ce n'est pas une addiction qui est toxique, on s'entend, mais lorsqu'on parle d'addiction, on parle de perte de sens. Parce que quelqu'un qui a une addiction qu'on va dire plus toxique, ça ne fait pas de sens qu'il fasse ça. On s'en fout. Il est dans l'addiction. Ouais. Il ne veut que son prochain fixe, sa prochaine victoire, sa prochaine perfo, et ainsi de suite. Donc, on voit ça un peu des gens qui sont addictés à la performance, mais où est-ce qu'il y a une perte de sens? Parce que ça a tellement été valorisé, c'est la seule façon dont ils vont malheureusement finir par se définir. C'est-à-dire, on a atteint ou on n'a pas atteint, on a réussi ou on n'a pas réussi. Très souvent, ces gens-là, ben, lorsqu'ils sont plus du côté de l'échec, ben, ça va être très difficile, ils vont le prendre personnel, ils vont sentir que leur univers se détruit parce qu'ils ont bâti un peu leur personnage de performance que sur la valorisation de l'atteinte de cet objectif-là. Donc ça, c'est un piège qu'on voit souvent dans la perte de sens. Donc c'est pour ça de peut-être s'assurer que notre performance ne soit pas définie que par l'atteinte de des résultats ou pas. Donc c'est important de fermer ton téléphone quand tu fais une entrevue, toujours. Mais quand tes enfants appellent, non. Voilà, c'est pas Et ben, tu sais, parlant des enfants. Donc tu oui, vois, c'est ça, ben justement, la famille, les enfants. Oui, exactement. T'assurer que ton identité soit équilibrée. Je pense que l'identité, comment est-ce que tu te définis, toi, quand tu es un CEO, un entrepreneur,
c'est très important. Si tu ne te définis que par ton emploi ou par ton titre, c'est sûr que tu vas peut-être te retrouver chez toi justement puis tourner en rond puis ne plus sentir que tu es en connexion avec qui tu es. Donc, des choses aussi simples que de t'assurer d'avoir ce que j'appelle des zones d'excellence. C'est-à-dire, tes zones d'excellence, c'est des zones, c'est que tu redeviens qui tu es. C'est-à-dire, tu vas déconnecter complètement de ton travail. Tu vas fermer ton téléphone cellulaire quand tu viens à la maison parce que c'est ta zone d'excellence famille. Le temps que tu te déposes. Le temps que tu te déposes complètement. Je lisais une étude dernièrement dans le Forbes Magazine qui disait je me souviens plus, c'était pratiquement en haut de 60% des CEO, des présidents d'entreprise ou des entrepreneurs qui se réveillent le matin, la première chose qu'ils font le matin, prennent leur téléphone et j'ai lu ça aussi, automatiquement, ils sont en réactivité, ils sont en train de... Alors que si tu prenais 10 minutes pour l'humain, pas pour l'entreprise, parce que c'est facile de se convaincre, de dire « Oui, mais ils ont besoin de moi. Oui, mais je dois réagir rapidement. Oui, mais si je ne le fais pas, sais-tu quoi? Personne n'est indispensable. » Moi, je ne te dis pas de prendre une pleine journée. Je te dis de muscler des zones d'excellence dans ton quotidien, venir déposer, parachuter des zones d'excellence dans lesquelles tu es non négociable. C'est-à-dire, je me lève le matin, je vais prendre le temps de me déposer. Je vais prendre le temps de peut-être prendre 15-20 minutes pour moi. C'est une routine de matin, je pense. Oui, exactement. Intention, gratitude. C'est vraiment simple. Je prends une feuille, je la divise en deux et je vais dire, quelles sont mes gratitudes? Quelles sont mes gratitudes pour des choses, évidemment, qu'on a très souvent tendance à prendre pour acquis. Donc, un truc aussi simple que, aujourd'hui, je vais prendre une douche chaude, je vais prendre 3 repas chauds, je vais boire un verre d'eau, sachant qu'il y a 28 000 enfants par jour qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau. Des trucs que moi, là, ça me ground pour dire, c'est de la ici conscience, et maintenant, ici, maintenant. Conscience, exactement. Et la deuxième chose, je trouve, surtout quand on parle de leadership, c'est que je vais déposer mes intentions dans l'autre colonne. Parce que je pense qu'on devient nos intentions aussi. Alors, dans des trucs aussi simples, si on a une dynamique de compagnie, de dire, aujourd'hui, j'ai l'intention de sourire à tous les gens que je vais rencontrer. J'ai l'intention d'écouter pour comprendre, pas pour répondre. Ça veut dire que ma façon d'écouter va être beaucoup plus dans la conscience. J'ai l'intention d'exprimer ma gratitude à tous les gens avec qui que je vais entrer en interaction. Ça peut sembler banal, mais dans le chaos dans lequel on vit et dans la distraction dans laquelle on vit, à la vitesse à laquelle va le business aujourd'hui, je trouve que si on ne dépose plus ses intentions, ça peut devenir facile d'oublier ces bonnes pratiques-là de conscience. Et lorsqu'on le fait, ça éveille notre conscience, mais automatiquement, comme tout bon leadership, c'est contagieux. Tes employés le ressentent, tes équipes le ressentent. Oui, parce que si tu t'es mis une gratitude dans les intentions, tu vas arriver avec les autres beaucoup plus empathique, beaucoup plus bienveillant avec ton équipe. Tu vas être plus ouvert, plus à l'écoute que si tu as pris ton cellulaire avant le matin, tu es stressé, tu es dans ta tête, tu ne vois pas ce qui se passe. Exactement, exactement. Donc, tout ce qui est la question identitaire, assurer qu'on se définisse aussi comme père, qu'on valorise, époux, qu'on valorise, et ainsi de suite, même acteur communautaire ou quoi que ce soit. Et qu'on voit ça souvent, des gens qui ont travaillé toute leur vie dans une compagnie, prennent leur retraite, sont malheureux terriblement. Pourquoi? Parce que, oui, peut-être qu'ils n'ont pas préparé leur retraite, mais c'est parce qu'ils se définissaient tellement. Il y en a qui vont faire des dépressions pendant 1 an, 2 ans pour se retrouver, mais surtout pour se redéfinir. Redéfinir, parce qu'ils ont été juste sur la performance, la satisfaction dans l'entreprise, d'un rôle de... Exactement. Qu'un rôle, en fait. C'est ça, ils jouaient qu'un rôle, il n'était pas équilibré. Exactement. Et c'est un rôle, comme j'ai dit, que c'est enivrant de jouer. Tu sais, quand tu es le boss, quand ça va bien, quand tu fais du chiffre, quand que les employés t'écoutent, quand on gagne en équipe, c'est enivrant. Tu sais, moi, quand j'ai terminé, mettons, un gros rôle de performance que j'ai eu à jouer, j'étais joueur de hockey à l'époque, et toute une bonne partie de ma vie, j'étais dans une micro-société qu'on appelle une chambre de hockey, où est-ce que, à titre de capitaine, très souvent, on valorisait pratiquement tout ce que je disais, même si c'était pas drôle ou c'était pas bon. Tu sais, t'étais un peu comme le chef de la tribu. Les gens applaudissaient ce que je faisais, l'entraîneur valorisait ce que je faisais, et là, j'ai cessé ma carrière, et ça a été pour moi la première réalisation que mon identité n'était basée que sur joueur de hockey. Et là, je suis sorti pour me lancer en affaires, pour devenir conférencier, coach et auteur, et mes premières démarches d'affaires, on a commencé à me dire non. Moi, on m'a jamais dit non de ma vie. Jamais personne ne m'avait dit non, tu comprends? Dire non, t'es pas assez bon, t'es pas assez ceci. Hey, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété, j'ai commencé à faire de l'angoisse, les rythmes cardiaques qui accéléraient. Dès qu'on venait de me dire non, je m'écrasais. Lorsque je percevais un prochain défi, je devenais nerveux, j'avais des crises d'anxiété. J'étais capitaine d'équipe canadienne au championnat universitaire, là. Un leader, tu comprends? Donc, et là, je suis comme,
être jour au lendemain, tu n'es plus dans cette position-là, tu n'as plus cette adrénaline-là. Exactement. Fait que là, l'anxiété a commencé. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, Martin? Ben c'est ça, j'ai dû reconstruire mon identité. Comme, tu sais, mes mentors à cette époque-là ont dit, oui, mais... Tu as pris des mentors, tu as pris des... Exactement. Ben sans le savoir, c'est plus eux qui sont venus vers moi, parce que justement, je pense que j'ai été vulnérable pour leur dire, comme, écoutez, je fais une expérience surréelle, tu sais, je fais des crises d'anxiété, je fais tel truc... qu'est-ce qui se passe? Mais on dit, mais est-ce que tu étais bon au début quand tu as commencé à jouer au hockey? Non, mais là, donne-toi une chance de remonter l'échelle dans la vraie vie. Tu as été coucouné, tu as été protégé toute ta vie. Les gens ont fait tes repas. Les gens ont tout fait. Tu sais, dans une micro-société de joueurs de hockey, c'est vraiment hallucinant. Là. On va voir ça souvent. Les joueurs de la Ligue nationale finissent, ils ont des millions, ils n'ont plus d'argent après quelques années, ils ont sombré dans l'alcool, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement enivrant. Et si tu te définis que par ça, donc, je pense qu'il y a un passage obligé de te redéfinir peut-être tes limites, tes paramètres, te poser la question aussi simple de « je suis qui, moi? Qui est-ce que je suis? » Pas qu'est-ce que les gens m'ont dit que j'étais. Pas qui que les gens m'ont dit. Pas... Et surtout pas qui qu'est-ce que les gens ont dit que je devais devenir. Parce que souvent, la construction identitaire se fait quoi? À travers du regard des autres. Parce que nos parents, au début, qu'est-ce qu'ils font? On fait des cours de piano, violon, des trucs comme ça. Ils vont dire « Wow, t'es bon. » Donc, on va jouer plus de... C'est toujours le même cycle. Mais si à un moment donné, on ne fait pas une cassure à l'adolescence ou au début adulte pour dire « Hey, moi, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'aime? C'est pas une passion. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne des étoiles dans les yeux? » Peu importe. Si on ne se pose pas cette question-là, on peut passer 5, 10, 15 ans à faire un truc que nos parents voulaient qu'on fasse. On a souvent vu ça dans les années 80-90. C'est cette façon de faire un choix de carrière-là toxique pour arriver à 30-35 ans, se taper une dépression, dire « Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je veux. » Donc, l'identité, pas juste pour les performeurs, les CEO, c'est un truc quand même, on doit faire beaucoup, beaucoup attention. Et il faut accepter que, c'est ça, on va redécouvrir nos... Oui, j'en ai justement qui sont en performance, sont en rond, ils ont repris l'entreprise de leurs parents, au niveau agricole ou autre. Et à un moment donné, ils se rendent compte, bien, c'est pas ça que je voulais. Ils ont tellement été pris là-dedans, chiffre d'affaires haut, ils ne veulent plus laisser tomber tout ça. Là. Et là, les crises d'anxiété, j'ai plusieurs qui arrivent comme ça. Exactement. Tu sais, donc, je pense que quand on arrive là-dedans, une des choses que moi, j'aime toujours dire aux gens, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité. Tu sais, tu es là parce que c'est l'expérience que tu devais faire. Parce que souvent, justement, ces top performeurs-là, de ressentir peut-être l'anxiété, la culpabilité, le fait qu'ils sont moins performants qu'avant, ils vont se mettre énormément de pression, ils vont se mettre à se comparer, ils vont s'isoler, ils vont se dire « je suis le seul à vivre ça ». Ils vont diminuer leur estime personnelle, ils vont diminuer leur valeur personnelle. Et là, souvent, on rentre dans une spirale qui est extrêmement négative. Alors, je pense que quand ça arrive, c'est peut-être s'entourer, pas avoir peur de consulter, pas avoir peur d'être vulnérable, pas avoir peur de dire « Hey, j'ai peut-être foiré, j'ai pris juste un mauvais chemin pendant quelques années. » La bonne nouvelle, c'est que tout ça peut être géré et peut être comme quand on se trompe de chemin. Essayer de gérer le plus vite possible, là, pas attendre. Le plus vite possible. Et comme quand on se trompe de chemin, on peut juste recalibrer. On peut dire, bon, ben, j'allais juste dans la mauvaise direction avec mon GPS intérieur. Maintenant, c'est beaucoup plus là que je vais. Puis je pense que de se perdre, on avait eu la discussion avant, je pense que de se perdre, c'est tout à fait humain. Dans le temps de nos ancêtres, ils se perdaient en forêt, ils se perdaient dans le temps de faire des explorations, mais ils osaient partir vers quelque chose qui les interpellait. Ils voulaient découvrir des nouveaux horizons. Mais nous autres, en tant qu'humains, on vit entourés de ciment, entourés de technologies. Je pense que c'est un peu nos nouvelles forêts à nous autres, c'est un peu les structures organisationnelles. C'est hyper complexe maintenant. C'est normal qu'on se perde. Mais quand on se perd, assure-toi d'avoir peut-être une boussole, un coach, avoir quelqu'un que tu peux aller parler. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important pour moi de ne pas avoir peur de consulter, puis d'en parler, puis de reconnaître que c'est tout à fait normal. Ça, pas avoir peur de consulter, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur. Puis ils viennent vraiment au bout, là, à la limite. Là, c'est vraiment quasiment... C'est souvent, là, ils ont tombé sur le bord du burn-out. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inciter à consulter? Je sais qu'hier, on en a parlé un peu dans les ateliers que tu donnais, là, mais pour que les gens puissent en écouter, parce que ça, moi, j'ai fait mon sujet de maîtrise là-dessus, sur l'aide aux hommes, et c'est plus de 80% des hommes qui ne vont pas consulter. Wow! Oui, et qui ont un besoin. Bien, écoute, premièrement, c'est qu'ils savent qu'ils ne sont pas confortables. Si une personne qui écoute présentement, qui dit « consulter, c'est pas pour moi », je trouve que c'est une image très limitante, c'est un frein énorme qui se donne. Et c'est probablement parce qu'il y a une perception de ça qui est négative, qui est justement, si je fais ça, je suis faible. Si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Ça, oui. Donc, toutes ces questions-là, par contre, c'est des questions que c'est pas toi qui parles, c'est l'ego. Okay? Donc, c'est pas toi qui dis « Hey, j'ai besoin d'aide », c'est qu'est-ce que les autres vont penser. Qu'est-ce que mes patrons vont penser si je dis tel truc? Ou si jamais mes collègues ou mes amis découvrent que je vais là. Ça, c'est pas la personne qui a besoin d'aide qui part dans ce temps-là.
c'est l'ego qui parle. Et l'ego, c'est lui qui fait en sorte qu'il t'a amené justement que tu te sens peut-être beaucoup plus fatigué quand tu te lèves le matin, tu es brûlé. Plutôt que d'aller te ressourcer, tu vas peut-être vers l'alcool, vers des stimuli extérieurs, la drogue, l'alcool, les sensations fortes, peu importe, parce que tu as besoin de mener ce rush d'adrénaline-là, mais à l'intérieur, il y a un vide. Donc, tu sais, souvent, ces gens-là le savent. C'est juste, arrête de te mentir, essaye-le plus qu'une fois. Oui, parce que des fois, on peut aller avec quelqu'un et on s'entendra moins bien ou ça ne connectera pas, c'est normal. Exactement. Donc, de l'essayer plus qu'une fois, mais aussi de l'essayer avec une intention réelle de dire qu'est-ce que je peux apprendre là-dedans pour moi, qu'est-ce que je peux faire comme cheminement. Puis, pour moi, ça m'a toujours aidé quand je l'ai fait. Là, donc, il y a plein comme toi de leaders c'est ça, c'est qu'ils ont cette cape-là, ils ont cette carapace-là, ils sont tellement exceptionnels, ils sont tellement des performeurs, mais en réalité, on est tous humains. On a tous, à un moment donné, besoin de baisser la garde, d'enlever son masque et de se dire, bon, mais écoute, j'ai telle problématique. Montrer notre vulnérabilité. Montrer votre vulnérabilité. Les leaders, où il y a une confiance inébranlable et que ce sont des gens qui sont... tout est parfait. Les gens ne carburent plus à cela. Maintenant, les gens veulent de l'authenticité, veulent de la vulnérabilité, veulent ce qui est vrai. Et je pense que c'est un bon message pour les leaders aujourd'hui parce que c'est libérateur. Ouais. Parce que de porter constamment le poids de tout le monde sur tes épaules et de te présenter comme un sauveur, ça a fait ses preuves que tous ceux qui ont voulu se présenter comme des sauveurs, ils ont mal fini, dont Jésus, on le salue dans cette plaque. Mais aussi, c'est que c'est très fatigant pour la personne. Ah oui, c'est des poids. Des poids énormes. Et ça finit par tourner en rond. Exactement. Ouais. Donc, des zones d'excellence, des temps pour soi, pour se déposer le matin, la bienveillance, des gratitudes, ça peut être la méditation. Et quand on parle de méditation... Et prendre des temps pour soi, là, souvent, le performeur encore, c'est « je vais le faire en fin de semaine » ou « je vais le faire le mois prochain, je vais être en vacances. » Okay? Oui, il va reporter quand que ça va être de vacances. Écoute, zone d'excellence, tu peux parachuter des rituels dans ton quotidien. Okay? Donc, les nouvelles recherches maintenant au niveau de la cohérence cardiaque, par exemple, qui nous démontrent que c'est le moyen le plus rapide de calmer son esprit, oxygéner ton sang, générer une injection de bonnes hormones dans ton cerveau qui vont automatiquement peut-être venir contrer un peu le chimique de cortisol que tu as à l'intérieur de toi, que tu traînes peut-être quelques jours, ne serait-ce qu'en prenant 3-4 fois par jour de grandes respirations. Donc, il y a toutes sortes de techniques, mais cohérence cardiaque, il faut à la base que ton inspiration soit un peu plus courte que ton expiration. Moi, j'appelle ça le 7-11. Un bon 7 secondes d'inspiration et un gros 11 secondes d'expiration. Tape-toi ça 3-4 fois par jour. Donc, 3-4 fois de suite, là, tu le fais. 3-4 grandes respirations. Tout de suite, ton esprit est beaucoup plus calmé. Tu t'es déposé, tu es plus présent. Lorsque tu as un rush l'après-midi, tu rentres dans ton bureau, 3-4 grandes respirations comme ça de cohérence cardiaque. Okay? Moi, j'aime beaucoup les 5 sens. Moi, je suis un fervent de pratiquer les 5 sens. Je le fais partout. Le monde ne le savent même pas. Okay? Donc, je rush à l'aéroport. Mon avion est en retard, quoi que ce soit. Fait que tu te mets en conscience de tous tes sens. Je me mets en conscience et je les fais un après l'autre. Donc, je vais toujours commencer par qu'est-ce que j'entends? Une dame qui marche, on entend ses talons hauts. Et pendant 45 secondes à peu près, je peux juste me concentrer, oui, sur ce que j'entends, mais aussi c'est comme, wow, j'entends. Quel miracle de la vie. Incroyable. Par la suite, qu'est-ce que je vois? J'essaie d'aller voir les couleurs, le jeu des couleurs dans les textures du tissu, la télévision là-bas, la petite lampe qui est allumée, la magie, wow, je mes yeux en plus. 45 secondes. Par la suite, l'odorat, le goût. Donc, j'ai eu une gorgée de café un matin, je prends pendant 45 secondes. Me rappeler, c'est comme moi, j'ai eu le privilège de prendre un bon café ce matin, j'ai encore le goût un peu dans mes papilles gustatives, et là, je finis que le toucher. Je peux être sur un tissu quelconque, en forêt, sur un banc de parc. Ça va durer peut-être 4 minutes. C'est une façon pour moi de honorer le moment présent et de venir peut-être un peu dire « Hey, K.O., je te vois, je te ressens aussi, mais je valorise encore plus ma propre machine. Je valorise encore plus parce que je sens que quand moi... » Et pas juste ça, c'est que moi, je crois vraiment, Nancy, tu dois penser la même chose parce que tu travailles avec des leaders. Un leader qui est excellent, c'est un leader qui est présent. Oui. Moi, je dis toujours à mes gens, élevez votre présence, élevez votre excellence. C'est interrelié main dans la main. Sauf que si tu es constamment pendant ta journée en bombardement, en distraction et en réactivité, et que tu dis, je le ferai quand je serai en vacances, tu es plus comme un leader qui a une poule pas de tête, qui court partout, que de quelqu'un dire, crème, il a groundé notre leader. Il est présent, il est à l'écoute.
Ça, c'est quelque chose qu'on décide d'honorer, de pratiquer. C'est un rituel. C'est pas quelque chose qu'on a ou on Non, n'a il faut le pas. faire plusieurs fois. C'est pas juste Exact, c'est une la fois. fréquence, c'est ça. C'est ça, la fréquence, la régularité. Exactement. Parce que tu le pratiques souvent, là. Oui, non, c'est important, là. C'est facile, ça ne prend pas de technique spéciale, ça ne prend pas d'outils. C'est vraiment avec toi, avec toi-même et l'environnement. Exactement. Ça peut être n'importe où. À l'hôpital, une salle d'urgence, tout le monde capote, les enfants pleurent. Moi, je le pratique aussi régulièrement parce que ça me ramène ici maintenant au lieu de partir dans mes pensées. Puis c'est un entraînement là, du mental. C'est un entraînement, c'est du recalibrage. C'est ça, on entraîne notre mental pour revenir ici présentement puis aussi saisir les opportunités après. Parce qu'on est toujours parti soit dans le passé vers le futur, on n'est pas là. C'est clair. On n'est pas là pour l'autre ni pour soi. Là. C'est clair. Écoute, Martin, c'est des bons trucs à donner aux gens. Je te remercie beaucoup. C'est simple. C'est simple, mais c'est tellement percutant, efficace. Moi, j'ai des fois des gens au début, quand je montre la méditation, « Oh non, j'ai pas le temps, parce qu'ils pensent tout le temps qu'il faut s'asseoir 20 minutes. Ouais, c'est un coussin habillé avec des pantalons de yoga. Oui, c'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. C'est ça. J'ai interviewé un pêcheur en Gaspésie, puis juste, il partait le matin, là. Quand j'ai vu son regard, là, j'ai fait « Wow! » Tous les matins, il partait 3 heures pour aller en mer. Wow. Et tous les matins, il essayait. Et il retournait, même s'il y avait des grandes vagues, il essayait. Il disait, je vais essayer jusqu'à temps, ça ne marche pas, ok, je reviens. Mais je retourne. À chaque jour, et son regard qui partait, il était dans un état méditatif. Il dit, moi, je ne peux pas me passer de ça. Ouais. C'est ce qui fait que ma journée, je suis là, je suis présent et je me sens bien. Ouais. Beaucoup vont penser que c'est seulement s'asseoir, mais ça peut être à la pêche avec tes chums, ça peut être de partir en courir, pleine conscience, c'est d'être présent. En psychologie positive, il y a plein de recherches qui ont été faites par Mihaly, Csikszentmihalyi, qui parle du flow. Tu sais, que le flow, justement, en méditation, dans le monde de la performance, il y a aussi le flow. Tu sais, qui est un joueur de tennis qui joue le match de sa vie. Tu lui demandes après, vous rappelez-vous de tel et tel coup, il s'en rappelle même pas. Non. Parce qu'il était dans un flow, un état pratiquement méditatif. Oui, c'est ça. Donc, les gens, maintenant, je pense qu'il y a un point de bascule. Tu sais, les gens sont comme, OK, oui à la performance, oui au leadership, oui au bas. Et tout ce qu'on nous a proposé comme démarche de développement personnel depuis des années, mais maintenant, tu sais, tout ce qui est pleine conscience, éveil des consciences. Pourquoi? Parce qu'on voit, les gens souffrent un peu, les gens sont fatigués, les taux de dépression, les fatigues professionnelles, des pertes d'identité, consommation de drogue, souvent, c'est des gens qui sont des avocats, des professionnels que tu dis, oh non, ça n'existe pas. Donc, toute cette chose-là fait en sorte que je pense que les gens sont en train de s'éveiller. Et le sommet de la conscience, ça va être quelque chose de super cool. Là, je pense que c'est dans quelques semaines. Donc, on va y participer, ça va être bien. Puis l'Académie Zéro Limite, en fait, c'est une réponse à un grand besoin ou un grand désir, ce que je pourrais appeler. C'est que des gens, justement, qui avaient un éveil de conscience tel, qui se disaient, j'aimerais aider, moi. J'aimerais, dans une démarche, tu sais, peut-être sous forme de coaching, de formation, de conférences, des cadres de métier qu'on va retrouver souvent dans le monde du développement personnel professionnel. Parce que c'est la francophonie mondiale, là. C'est pas juste au on a des gens, on a des participants dans 32 pays au monde. Et c'est une grosse famille. Tu sais, l'Académie Zéro Limite, c'est vraiment incroyable. On a, je te dirais, sans exagérer, en toute humilité, tous les grands leaders dans les 5 dernières années qu'on a vu exploser, soit sur le web, soit en conférence, soit en coaching, sont tous ou toutes passés par l'Académie Zéro Limite. Et si on recule 5 ans avant l'Académie Zéro Limite, 10 ans avant l'Académie Zéro Limite, il n'y avait pas de gens qui s'élevaient de façon percutante comme ça. Donc, on leur donne des vecteurs, on leur enseigne un peu que, au-delà d'avoir une démarche éthique et déontologique et d'avoir la bonne façon de le faire, il y a une façon aussi de se mettre en marché, il y a une façon de faire son marketing, il y a une façon de s'assurer qu'on n'est pas juste dans une démarche de Mère Teresa où c'est qu'on veut sauver le monde, mais en même temps... mais ça, je connais. Oui, non, mais on n'est pas capable de se sauver soi-même et puis on n'est pas capable de générer un revenu avec ça. Tout ça, je pense qu'encore une fois, c'est des vieilles écoles de pensée. On a le droit aussi à l'abondance, on a le droit de... Donc, à l'Académie Zéro Limite, c'est vraiment une conversation hyper lucide, avec des vecteurs incroyables, des stratégies hallucinantes, mais d'abord avant tout une famille incroyable à l'échelle de la francophonie mondiale qui veulent juste s'entraider à, justement, encore une fois, bâtir des business, vendre des produits sur Internet, améliorer leur pratique de coaching, améliorer leur présence, leur visibilité. Et je pense que cette conversation-là a autant besoin d'avoir lieu qu'une conversation sur l'éthique, la démarche, les postures, la déontologie, dans tout ce qu'on fait comme accompagnement professionnel. C'est juste que pendant des années et des années, pour une raison que je ne comprends pas, on n'a pas voulu mettre les deux conversations ensemble, disant que c'était pas bon. Donc, nous, on a décidé d'avoir les deux conversations dans l'Académie Zéro Limite, de former les gens, leur donner les outils, booster leur business et
Et tu es très généreux parce que tu les accompagnes pour faire partie de l'Académie Zéro Limite et de ton cercle. Tu es très, très généreux de ta présence, de ton savoir, des compétences que tu as développées. Très généreux. Ben moi, c'est le genre de choses que j'aurais aimé avoir, tu sais. Tu sais, moi, j'ai fait ça à l'essai-erreur. Tu sais, en 2001, quand je me suis lancé, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de perte d'argent, beaucoup d'énergie. Maintenant, si tu peux avoir quelqu'un qui va te dire, ben, fais telle chose, tel truc, ou fais attention à telle affaire, c'est cool, là, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait pour moi à l'époque. C'est juste que les technologies qu'on a aujourd'hui n'existaient pas dans le temps. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être plus d'options. C'est peut-être plus facile de s'y perdre. Donc, d'avoir des gens qui peuvent t'aider. Donc, moi, je suis juste une personne dans l'Académie Zéro Limite. On a plein de nos leaders ça fait 5 ans qui sont avec moi, 4 ans, 3 ans, qui sont dans le même don de soi de fou. Mais justement, c'est ceux qui nous écoutent, il y a des leaders qui pourraient venir collaborer avec toi dans cette industrie pour soit des conférences, venir participer. Ça peut être intéressant aussi. Je suis très facile d'approche. Je pense que je suis la seule scène à l'Académie Zéro Limite parce qu'on a accueilli tous les leaders qui, moi, m'inspirent. Je veux dire, moi, je suis pas... non, il faut que tout le monde n'apprenne que de moi. C'est comme... on calculait l'autre fois, je pense qu'on a eu 45 conférenciers dans les 5 dernières années, de tout corps de profession dans le monde de l'accompagnement. Là. Des coachs, des guides, des internet marketeurs, des YouTubers qui sont venus enseigner leurs meilleures pratiques. Et moi, je suis super content que les gens puissent voir et apprendre de tous ces gens-là parce que c'est des gens qui me fascinent. Et ça, pour moi, ça va aussi dans la bienveillance et que tu emmènes aux gens de ta présence. Tu sais, on parlait tantôt de la cohérence cardiaque, des gratitudes, de célébrer, mais de donner aussi, je pense, de redonner aux gens, c'est important. Et c'est ce que tu fais avec l'Académie. C'est ça. Moi, je pense que réussir, c'est servir, c'est dans le sens que quand tu as une mauvaise journée, quand ça va pas bien, puis quand tu penses que tout va mal, sors de chez toi, va aider quelqu'un, va aider la soupe populaire, va aider les enfants malades, va faire un peu de bénévolat, tu vois que ça remet les choses en perspective. Tu n'es pas obligé d'aller faire le gros bénévolat, juste aide autour de toi, sois au service. Pour moi, c'est une des plus grandes qualités de leadership qu'on peut mettre de l'avant-plan, c'est d'être au service. Donc, merci Martin. Écoute, ça fait plaisir. Donc, merci à tout le monde pour votre excellence, puis votre leadership, pour rester en bienveillance. Bien, écoutez, vous avez eu plein de trucs aujourd'hui et je te remercie pour ta grande générosité, Martin. Mon plaisir. Au revoir tout le monde. Bye.